Les deux premières phases d'expansion de l'islam vers l'Europe, et le Cheikh Kardawi, qui était présent avec moi ici, considère que celle d'aujourd'hui est la troisième et la bonne. Les deux premières phases, vous les connaissez, et le djihad, dans sa dimension politique et militaire, est le moteur de l'expansion de l'islam. C'est donc, quand on est allé à l'école en France, on a retenu deux dates du cours d'histoire. Si je prends mon propre exemple, donc 1515, c'est pas celle-là, et 732, quand Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Et vous savez qu'en 2002, d'ailleurs, le slogan de campagne au second tour, c'était 732 Charles Martel, 2002 Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est pas ça qui lui a permis de gagner, mais ce qui me permet d'inscrire cette petite plaisanterie dans quelque chose de tout à fait réel. C'est un élément intéressant, parce qu'il est remis en scène, bien sûr, par l'extrême droite, le pénisme. Mais si vous allez dans la galerie des batailles au château de Versailles, on a fait les tableaux sous Louis-Philippe. Ce qui constitue l'incipit, d'une certaine manière, de l'histoire de France, c'est la bataille de Poitiers, telle qu'elle est repensée sous la monarchie de Juillet. Et ceux d'entre vous qui ont lu le livre ou qui le liront verront que c'est un phénomène qui est repris aujourd'hui par les djihadistes et qui ont fait circuler sur le web une sorte de navet, péplum, nanar islamiste, si vous voulez, qui, en costume et autres, explique comme, au fond, la France il s'intitule « Lorsque l'État islamique était en France », et qui rappelle, d'un point de vue très élogieux, le 8e siècle en France, lorsqu'il y avait un émirat à Narbonne, lorsque les raids musulmans allaient jusqu'à Sens, remontaient la vallée de la Rhône. Vous savez que la garde Freinet était un nid de pirates sarrasins pendant très longtemps, et certains disent même que le nom de Ramatuel vient de l'arabe Rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde divine, mais ça n'est pas vrai, c'était déjà Ramatuel en latin avant. Et donc on voit là curieusement une réutilisation, mais dans l'autre sens, de la présence musulmane militaire en France, dans ce qui était appelé le territoire, ce qui était à la France au 8e siècle. Le deuxième mode d'expansion du djihad, vous le connaissez encore mieux, puisqu'il fait partie de l'ordinaire de votre petit déjeuner, c'est le djihad ottoman et son échec final au siège de Vienne en 1683, car les boulangers se levant tôt donnent l'alerte, voient l'armée ottomane qui va mettre le siège, il y a une sortie victorieuse. Les boulangers donc prennent le symbole de l'islam, le croissant, et en font ce que vous connaissez. Donc on mange avec ce croissant dans un rite anthropophagique, le symbole de l'ennemi déchu, et vous le trempez dans un cappuccino, si vous voulez être vraiment islamophobe, comme on dit aujourd'hui. Le cappuccino, parce que quand les Viennois vont piller le camp, ils ont cette boisson amère, torréfie, c'est pas terrible, ils mettent du lait, du sucre, hast geschmeckt, et ils lui donnent le nom de cappuccino parce que la croisade, justement, avait été prêchée par un capucin, Fra Marco d'Aviano, depuis Vienne, et que la robe du capucin a la couleur de ce breuvage. Donc, tremper un croissant dans un cappuccino est quelque chose qu'il faut faire en sachant quelle décision politique vous prenez. Il faut faire ça maintenant avec une certaine prudence, pas à faire en toutes circonstances. Et donc, le terme de djihad au sens militaire, ensuite, va entrer dans une certaine obsolescence. En tout cas, à l'échelle internationale, il n'est plus véritablement utilisé, même si un certain nombre de guerres au XIXe siècle utilisent le carburant du djihad. La guerre de 14, par exemple, qui oppose d'un côté la France, la Russie et la Grande-Bretagne, tous trois empires musulmans qui ont de très nombreux sujets musulmans, lesquels iront mourir pour la France dans les tranchées, Spahi, Goumier, tirailleurs sénégalais, etc. Et de l'autre, l'Autriche-Hongrie, la Prusse et l'Empire ottoman. Le sultan calife d'Istanbul fait, à la demande de Guillaume II, une fatwa
pour proclamer le djihad contre l'alliance franco-russo-anglaise et inciter les sujets musulmans de ces empires à se retourner contre les mécréants qui les gouvernent. Ça n'aura pas un grand succès, mais ce sera notamment l'une des raisons de l'ouverture de la mosquée de Paris, son inauguration le 15 juillet 1926 par Gaston Doumergue, président de la République, et le sultan du Maroc, Moulay Youssef. 15 juillet, vous savez que c'est le lendemain du 14, même ceux d'entre vous qui sont mauvais en calcul. Donc c'est quelque chose qui est symboliquement très fort. Et c'est aussi destiné à faire sourdre un islam francophile, l'islam du maréchal Lyautey, au moment même où se déroule, à partir de 1924, au Maroc, la guerre du Rif contre les protectorats espagnols dans le nord et français dans le sud. Et Pétain devra aller avec des dizaines de milliers d'hommes pour réduire l'insurrection rifaine, combattue par les Espagnols, par les Français et par le Marzen marocain. Et donc la mosquée de Paris se construit en opposition au Rif. Moi j'insiste un peu sur le Rif, c'est que le Rif a toujours été persécuté, qui s'est construit autour d'une culture berbère de résistance axée autour de la culture également du kiff et de son exportation, et que Molenbeek, justement, c'est aujourd'hui ce qui tient lieu de république du Rif et qui est axé autour du trafic de kiff et également autour du djihad. Si vous voulez, il y a une espèce de retour du refoulé là, dans Molenbeek, mais nous en verrons quelques autres pendant cette conversation. La guerre d'Algérie, en apparence, c'est une guerre anticolonialiste dans les enceintes internationales, mais quand même à destination des populations locales qui ne sont pas allées à l'école française. Le vocabulaire du djihad est utilisé en permanence pour mobiliser les masses contre l'oppresseur mécréant. Du reste, le journal du FLN s'appelle El Moudjahid, la Pravda du FLN, c'est dire le combattant du djihad. La Palestine, c'est un combat antisioniste, si on veut, mais en même temps, le mouvement d'Arafat s'appelle Fatah. Fatah, c'est l'acronyme inversé de mouvement de libération de la Palestine, et ça veut dire l'ouverture de territoires à l'islam par le djihad, de territoires en l'occurrence usurpés par le sionisme, entre guillemets. Ce n'est qu'en 1979 que le vocabulaire du djihad réapparaît en première ligne sur la scène internationale, tenu, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux par l'Amérique et par l'Arabie saoudite, son parrain et sa marraine, ou sa marraine et son parrain, comme vous voudrez. De quelle manière ? En mars 1979 sont signés les accords de Camp David. Les États-Unis pensent que la question du Moyen-Orient est réglée. L'Égypte ne fera plus la guerre contre Israël. Ça coûte très cher au budget américain, qui surfinance l'Égypte de Sadat. Mais au fond, l'irritant israélo-palestinien semble en voie de règlement. Israélo-arabe. Pourtant, cette même année, 1979, le mois précédent, l'ayatollah Khomeini est rentré à Téhéran à bord d'un avion d'Air France, comme celui que je vais prendre le 17 pour la réouverture du vol inaugural d'Air France à Téhéran la semaine prochaine. Et il vient de Naufle-le-Château, où il était le voisin de Marguerite Duras. Je ne sais pas laquelle des deux œuvres le plus influencé l'autre. Et il crée la République islamique, ce qui est évidemment une catastrophe pour l'Occident. Il tente de faire de l'islam une idéologie révolutionnaire et tiers-mondiste, opposée au grand Satan américain et même au petit Satan français, en dépit des très bons gâteaux qu'il avait mangés à Naufle-le-Château, dont on dit que la pâtissière est ensuite partie s'installer sur la côte d'Azur. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le 24 décembre 1979, donc le jour de Noël, comme cadeau de Noël à l'Occident éploré, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Pourquoi elle l'envahit ? C'est un peu comme le coup de Prague d'août 68, à part que l'Afghanistan n'était pas dans le pacte de Yalta, parce qu'un régime philo-communiste
qui était installé depuis quelque temps là-bas, avait voulu athéiser toute la population, que ça avait suscité des révoltes violentes, financées très vite par la CIA et les Saoudiens. Et donc, pour sauver les meubles, les Russes sont arrivés avec une autre équipe communiste qui venait de Moscou et avec leurs chars, ce qui a donc créé un casus belli. Et pour les États-Unis, la manière de reprendre pied dans cette région où ils avaient subi deux échecs majeurs, ça a été, en étant 79, c'est-à-dire 4 ans après la fin de la guerre du Vietnam, de pactiser avec l'Arabie saoudite et avec l'islam conservateur des monarchies pétrolières pour trouver un instrument qui porte l'estocade finale au monde soviétique. Et ce sera la proclamation du djihad en Afghanistan. Djihad contre les athées soviétiques qui ont envahi une terre d'islam, financé par les pétromonarchies du Golfe, l'Arabie saoudite en premier lieu, mais les autres aussi. Et donc ça ne coûte pas grand-chose au budget américain, en fait, et pour la destruction finale de l'URSS. Et d'autre part, 4 ans après la guerre du Vietnam, on ne va pas envoyer des boys du Kansas et du Wyoming se faire trouer la peau face aux Russes, mais on repeint en des barbus patibulaires en sympathiques freedom fighters, combattants de la liberté, qui vont aller se battre contre les Popov. Et effectivement, cette opération que la CIA arme et entraîne va, en moins de 10 ans, mettre l'armée rouge à genoux. Le 15 février 1989, l'armée rouge quitte Kaboul. Elle n'est plus qu'un tigre de papier et ça ouvrira la voie au 9 novembre 1989, c'est-à-dire la fin du mur de Berlin. Je pense que la plupart d'entre vous, si j'en juge par la couleur des cheveux de certains, vous êtes au moins aussi âgés que moi, donc vous avez vécu cette époque. Ce n'est pas le cas dans mes amphis à Sciences Po où personne ne l'a vécu. Et je leur dis, est-ce que vous vous souvenez, enfin à vous je vous dis est-ce que vous vous souvenez, mais à eux je dis est-ce que vous avez remarqué, vous savez ce qui s'est passé le 15 février 89. Ils regardent leurs chaussures, personne ne se souvient de l'histoire de Kaboul. Et je leur dis, c'est parce que vous êtes tous focalisés sur le 14 février. Alors pour vous, vous vous souvenez tous du 14 février. Ils regardent leurs chaussures avec inquiétude, jusqu'à ce qu'une jeune fille rougissante et émue dise quelque chose du genre « Monsieur, c'était la Saint-Valentin ». Je dis « Oui, mais... oui, mademoiselle, c'est vrai, mais ça n'est pas la bonne réponse. » C'était la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie. Ça, vous vous en souvenez, hein, alors que le lendemain, Kaboul, à date, vous avez échappé. Pourtant, c'est Kaboul qui est important en termes géopolitiques, parce que ça va ouvrir la voie à l'effondrement soviétique. Mais, symboliquement, bien sûr, c'est la fatwa la plus importante. La plus importante parce que ça apparaît comme totalement hallucinant et scandaleux. Et c'est la première. Et en fait, c'est ce geste qui va faire entrer l'Europe dans le domaine de l'islam, si vous voulez. On condamne à mort un citoyen britannique, sujet de sa très gracieuse majesté, Salman Rushdie, qui habite à Londres, pour un livre qui a offensé le prophète. C'est le début d'une série qui passera par l'assassinat de Theo van Gogh en novembre 2004 à Amsterdam et celui des dessinateurs de Charlie Hebdo en janvier 2015. Pourquoi Khomeini fait ça? Tout à fait délibérément, parce qu'il a perdu dans sa volonté d'expansion de l'islam révolutionnaire. Il a dû mener une guerre qu'il a complètement usée contre l'Irak de Saddam Hussein, à l'époque chouchou de l'Occident, et très favorisé par un président français dont je ne dirai pas le nom, c'est secret, mais qui rime avec Irak, justement. Et par ailleurs, pour Khomeini, l'idée, c'est justement de s'emparer de la scène médiatique internationale et d'obnubiler par ce fait, si vous voulez, ce qui se passe le lendemain à Moscou. Parce que ceux qui ont gagné, ce sont les moudjahidines payés par les Saoudiens et armés par la CIA. C'est l'islam sunnite. Et pour
pour l'Arabie saoudite, le djihad en Afghanistan, c'est faire d'une pierre deux coups. C'est faire plaisir aux Américains, en désinguant l'URSS, et c'est évidemment éloigner le danger chiite. Une chose évidemment qu'il faut garder en tête, puisque vous avez ça, toute cette histoire se rejoue aujourd'hui, et elle commence à ce moment-là.